Bienvenue dans ce nouvel épisode de DG Backstage, le podcast qui est au cœur des acteurs du monde du sport, ceux qui permettent aux sportifs et sportifs de mieux fonctionner dans leur quotidien. Aujourd'hui, épisode exceptionnel, dans un lieu exceptionnel, avec un invité exceptionnel. Il a commencé au sein du LOSC, pas de l'échelle entre guillemets, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais on va tenir celle-ci, pour occuper aujourd'hui le poste de directeur administratif et sportif. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans DG Backstage David Lunard. Merci David. Merci à vous, bien bon. Et en quelques mots, toi, comment je te présenterai David? Écoute, comme tu occupes le poste de directeur administratif et sportif au sein du LOSC. Je manage également la section féminine du LOSC avec Caroline Validage et la direction du centre de formation. Je suis à la fois sur le volet masculin et le volet féminin. Je dirais que au LOSC, je suis l'interface en académie entre le sportif, l'éducatif, l'administratif, l'humain aussi. On ne pouvait pas aller plus loin dans ce podcast sans faire le petit jeu habituel qu'on réserve à mes invités. On va te poser 3 questions. Première question, ton meilleur souvenir sportif? Personnellement, je sais pas. La première fois où je suis monté sur un ring, parce que j'ai joué au foot pendant des années, pendant plus de 30 ans, une bonne amateur, et puis du jour au lendemain, j'ai voulu changer. Et je suis en deux mondes complètement différents. Enfin, j'essaie de toucher un peu à tout, là. Je sors d'un marathon aussi que j'ai jamais fait. J'aime bien m'intéresser à tout ce que j'ai pas encore fait tant que le corps me le permet. Je veux pas être enfermé dans une case. J'ai besoin d'avoir un périmètre assez large pour me sentir performant, en fait. Et j'ai besoin de me challenger au quotidien pour me sentir bien. Ouais. Ah, tu vois, on va continuer à ouvrir ce scope. Si je devais être un sportif, quel serait sportif? Zidane, mais de par sa discrétion, en fait. Voilà. Je trouve que avec tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, tout ce qu'il a gagné, ce qu'il peut représenter pour chacun, il fait preuve d'une discrétion incroyable. Et je suis plutôt quelqu'un de discret, qui aime pas trop être mis dans la lumière. Et je trouve que lui, par rapport à tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, il a une forme d'humilité qui est incroyable. Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'humilité, le travail. Tu t'y retrouves aussi un petit peu dans les valeurs du LOSC finalement. C'est exactement ça dans ce monde-là et au LOSC, je trouve en particulier, ce sont des valeurs fortes. Humilité, résilience, fiabilité. C'est des choses qu'on essaie de transmettre au quotidien aux jeunes aussi. Mais pour réussir dans ce milieu-là, je pense que ça soit joueur ou dirigeant ou tout simplement acteur du foot pro, sans humilité, sans crédibilité, on a du mal à avancer. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Je pense aussi, On partage à 100%. Dernière question de notre petit jeu. On t'a posé la question pour le sportif, on va te poser la question pour le coach. Quel est le coach auquel tu pourrais t'identifier? Non, j'aime bien la folie de Guardiola. Okay. Et parce que quand tu l'écoutes parler, en fait, il aborde encore une fois tous les sujets, c'est vraiment transverse. Et il a ce côté folie, c'est côté passion aussi qui ressort de lui et qui me fait penser à nous, ce qu'on fait au quotidien aussi, parce que notre travail, c'est un job passion. Et c'est ce qu'on a des fois du mal à faire comprendre à notre entourage proche, parce que on est beaucoup investi dans notre quotidien, mais parce qu'on voit pas forcément ça comme un travail et comme une passion, et expliquer ça à quelqu'un qui travaille dans un milieu un peu plus classique, j'ai envie de dire, c'est compliqué à lui expliquer que tu regardes pas trop à l'heure que tu arrives le matin, et le soir c'est pas un problème de partir tard, et c'est pas un problème de revenir le samedi ou le dimanche. Voilà, ça c'est des jobs passion, parce que
parce que en fait, le foot, c'est ce qui nous réunit tous, et que ce soit joueurs, dirigeants, entraîneurs, et c'est ce qui nous fait avancer au quotidien. Et ça, l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là, c'est des fois compliqué. Merci pour tes réponses, pour les petits jeux. On va commencer à revenir justement sur ton parcours. On l'a dit aujourd'hui, tu occupes un poste de direction au sein du LOSC, mais tu as commencé sur un autre poste, tout autre poste, à Lille. Tu es présent au club depuis plus de 25 ans, si je dis pas de bêtises. 26 ans dans une semaine. 26 ans dans une semaine. On a la petite photo aussi avec les 25 ans. Ouais, on a fait nos devoirs, on t'a dit. Qu'est-ce que ça, au-delà du fait qu'effectivement ça fait 25 ans, et tu nous diras ce que ça représente pour toi, comment t'es arrivé dans le club? En fait, j'ai commencé à l'âge de 18 ans en tant qu'éducateur sportif, puisque il y a de ça 26 ans, le club avait un département animation sociale. Et une vingtaine de fois sur l'année, le club faisait appel à moi en tant qu'éducateur sportif pour intervenir dans les quartiers de Lille avec d'autres éducateurs pour monter des tournois, des activités foot. Et donc j'ai commencé comme ça au LOSC. Et très vite après, on m'a proposé d'accompagner au quotidien les joueurs du centre de formation. Donc vraiment quelque chose de complètement différent, parce que en tant qu'éducateur sportif, j'y allais avec le logo LOSC. Par contre, je n'étais pas au sein de la structure au quotidien. Apparemment, j'avais montré de bonnes choses, donc on m'a proposé d'accompagner les joueurs au quotidien, au centre de formation, les héberger, les externes, dans leur vie. Et j'ai commencé par un contrat à temps partiel. Et la difficulté pour moi au début, c'est que j'avais peut-être 2 ans de plus que certains joueurs du centre de formation. Donc vous vous sentez dès le premier jour observé. Les jeunes aiment bien tester, donc j'ai été testé aussi à leur façon, sur ma crédibilité, sur le fait d'être juste aussi dans mon approche et dans les décisions que je pouvais prendre au quotidien avec eux, parce que je pense que pour être respecté des jeunes, il suffit pas de parler plus fort que lui. Il faut qu'ils voient en toi quelqu'un de juste. Quel que soit le statut de la personne que j'avais en face de moi, il fallait que je traite tout le monde de la même façon, et ils ont 1000 fois raison. Et le respect, je l'ai gagné en me construisant cette image-là auprès des joueurs. Donc éducateur sportif, accompagnateur de vie, coordinateur ensuite de cette cellule accompagnement de vie, responsable vie sportive. Ensuite, à la vie sportive, j'ai pris en charge des compétitions, la gestion des bénévoles, et de fil en aiguille, à 26 ans après, je me retrouve aujourd'hui à un poste de direction. Mais dans un club pro, tu sens tout de suite que tu es jugé sur ta fiabilité, ta crédibilité, et ton envie de faire avancer le projet du club. Justement, David, quand tu as rejoint le club au début, est-ce que tu avais cette volonté d'avoir une trajectoire qui t'emmenait au poste où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu avais déjà ça en tête? Honnêtement, non. Parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé très jeune au LOSC. Et je pense que j'ai eu les mêmes périodes de doute que certains jeunes ont aujourd'hui, jeunes étudiants. Quand j'étais accompagnateur de vie et que je travaillais pour le centre, j'étais à temps partiel. Et bon, c'est pas quelque chose que tu vas faire toute ta vie. Et donc, je me posais 1000 questions. En parallèle, j'avais mes études à la fac de sport, où j'étais encore accompagnateur de vie dans ma dernière année de master pour être prof de PS. Et je passais le concours CAPES. Et à un moment, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû prendre une décision, parce que je me voyais plus trop avancer au LOSC, parce que ça demande du temps aussi. Et si j'avais écouté mon père aujourd'hui, je serais gendarme. Okay. Si j'avais écouté ma mère, je serais certainement prof de PS, et j'aurais été aux oraux. J'avais réussi les écrits. Okay. Je devais aller aux oraux à Vichy. Et puis, c'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. À ce moment-là, j'ai eu une offre du club pour passer à temps plein et prendre un peu plus de responsabilité sur l'accompagnement des joueurs au quotidien. Mais les deux n'étaient pas compatibles. Donc, le gendarme, je préparais le concours. Je savais pas où. J'étais un peu perdu, on peut dire, hein, savoir quelle trajectoire je voulais vraiment prendre. Ma passion était le LOSC, mais je me dis, bon, pendant combien de temps encore à ce poste-là, j'ai besoin d'avancer. Je le disais tout à l'heure, j'ai besoin de challenge. Et quand tu as l'impression d'avoir fait un peu le tour du sujet, tu te poses 1000 questions. Donc je préparais le concours de gendarme, je pense pour faire plaisir
à mon père. J'allais aller au bout du process CAPEPS, ça faisait plaisir à ma mère. Et puis moi, au fond de moi, j'avais envie de continuer l'aventure avec le LOS, mais besoin d'être challengé sur autre chose. Et je n'ai écouté ni mon père ni ma mère au final. J'ai dit, je vais me donner plus de temps, je vais accepter cette offre de contrat à temps plein pour continuer à m'occuper des jeunes avec de nouvelles missions. Et puis je vais me donner encore du temps et après on verra si je dois repartir, réorienter ma trajectoire professionnelle, je le ferai. Mais je ne veux pas passer à côté de cette chance qui m'est donnée. Donc et aujourd'hui je ne le regrette pas. Voilà, ça a pris du temps, mais je suis content de la trajectoire que ça a pris. Il n'y a personne qui est venu, si tu veux, au début de ma carrière avec une feuille en me disant dans 10 ans, tu seras là. Et en fait, c'est parce que je me suis pas limité à mon périmètre. Je me suis intéressé à ce qu'il y avait en dehors. J'ai continué à me former aussi. J'ai passé d'autres diplômes en parallèle. Et parce que je vous le disais tout à l'heure, pour réussir dans ce milieu-là, il faut être crédible, fiable, fidèle au projet. Et je pense que j'ai coché quelques cases, et ce qui m'a permis d'avancer aujourd'hui. Tu parles, ce qui est très intéressant, c'est que tu parles effectivement de challenge. Ça, et on en parlera devant les caméras, mais on en a parlé aussi en dehors où tu te challenges aujourd'hui à travers différentes activités sportives, mais ça nécessite aussi un peu de caractère. À ce moment-là où, de ce que tu nous en dis, tu as le choix de maman qui est proposé, celui de papa, et finalement tu dis, bah, merci pour tout, je vais faire mon propre chemin à ce moment-là. Est-ce que c'est aujourd'hui cette force de caractère aussi, tu la retrouves dans ton quotidien? Il faut du caractère pour réussir dans ce milieu-là et être maître de tes décisions. Sans caractère, tu te fais écraser. Après, il faut accepter de te tromper des fois. Et comme je disais, si il faut se réorienter, on se réoriente. Mais dans tous les cas, ça restera une expérience enrichissante. Et il faut voir ça comme des opportunités qui te permettent de te construire. Tout en restant ambitieux, mais avec une idée claire de là où je veux aller. Je suis pas partisan des personnes qui disent j'ai un plan B. Il n'y a pas de plan B. En fait. Il y a un plan A et on va aller au bout, on verra. Tu parlais à l'instant enfin, on a l'impression qu'il y a eu comme un déclic, un moment où tu t'es dit, ben voilà, je suis à la croisée des chemins, il est temps de faire un choix, lequel je vais faire. Est-ce que, au-delà de tes parents, il y a une personne ou plusieurs qui t'ont invité à faire ce choix? Effectivement, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Ça va de dirigeants de club à des entraîneurs, mais aussi à des joueurs qui m'ont donné envie de continuer. Je vous ai dit, je suis dans ma 26e année. On pourrait se dire 26 ans dans le même club. Tu disais tout à l'heure, tu avais fait le tour. Donc 26 ans dans le même club, tu as dû faire le tour aussi. Mais en fait, non. J'ai fait 26 ans dans le même club, mais j'ai eu l'impression des fois d'avoir fait différents clubs dans le même club parce que des modèles différents. J'ai connu 3 présidents. J'ai connu 5 managers généraux différents. J'ai connu 4 directeurs de centre différents avec chacun leur personnalité, leur vision du quotidien, leur modèle. Et en fait, ça a été très riche pour moi. Et donc, ils m'ont tous apporté quelque chose. J'ai vécu des bons et des mauvais moments. Tout n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, surtout sur cette partie académie où elle n'est pas forcément au cœur du projet dans chaque modèle. Aujourd'hui, dans le modèle mis en place par notre président Olivier Létang, l'académie a un rôle important à jouer. Donc c'est quelque chose qui te challenge au quotidien. Donc c'est des bons moments, ça j'ai envie de dire. Et tu as d'autres moments par le passé où l'académie avait moins d'importance dans le projet, moins de considération, et où là tu te poses aussi des questions sur est-ce que je suis toujours au bon endroit par rapport à ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes, et j'y inclus les joueurs à travers leurs échecs et à travers leurs réussites. Parce que
c'est des leçons de vie aussi. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, quand je parle de leçons de vie, c'est que j'ai encadré des joueurs il y a 26 ans qui se retrouvent aujourd'hui en tant que collaborateurs dans mes services aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire, c'est le petit clin d'œil. Tu le mettais couché il y a 26 ans et maintenant il est autour de la table avec toi pour traiter, pour traiter des dossiers. Ah non, C'est un point aussi. ouais, c'est un point qu'on va aborder, effectivement. On l'avait un peu évoqué hors caméra. C'est la capacité du LOSC aussi à voir le joueur plus qu'un simple joueur et pouvoir l'intégrer après dans ses effectifs sur différents postes. Et pour le moment, on va continuer à rester sur toi. Tu l'as dit, tu as occupé différents postes au sein du LOSC. Tu as le goût du challenge, tu as aussi développé des compétences. Quelle a été ta démarche? Moi, j'ai l'impression, notamment par rapport à ce que tu évoques, il y a une compétence aussi qui revient, c'est l'adaptabilité, parce que les objectifs parfois ont été différents. Tu as rencontré des personnes qui étaient aussi avec des attentes différentes. Toi, comment tu as alimenté un peu ton flux de compétences tout au long de ton parcours? C'est important ce que tu dis parce que durer dans ce milieu-là, c'est pas évident. Et en fait, moi, je me suis toujours fixé une règle. Je veux pas être vu comme l'homme d'eux, mais être juste reconnu pour mes compétences. Et pour ça, il faut être continuellement en formation, j'ai envie de dire. Les générations de jeunes évoluent à une vitesse incroyable, donc il faut garder les codes. Et le foot évolue aussi tous les jours. Et donc, je vais avoir 44 ans là, cet été. Je pense toujours à partir en formation. Il y a 2 ans, je me suis relancé dans un master parce que je pensais et j'ai bien fait de pousser là-dessus parce que je devais développer de nouvelles compétences ou revoir ma vision sur certains points. Et ça, je le retrouve à travers des formations, notamment une formation qui m'a marqué. J'ai fait CFM Manager à l'UEFA pendant 1 an et j'ai eu l'occasion là-bas d'y rencontrer bien sûr des acteurs du monde du foot, mais aussi des chefs d'entreprise qui ne sont pas dans un club au quotidien. Et j'ai l'impression que c'est ces personnes-là qui m'ont apporté le plus de choses parce qu'un regard différent, une approche différente. Et je suis revenu de cette formation avec de nouveaux outils, nouvelles visions dans certains domaines, et ça m'a donné envie de continuer à me former, mais pas forcément à chaque fois en passant par des institutions comme l'UEFA ou les fédés qui dispensent toutes ces formations, mais tout simplement des fois à voyager et aller voir ce qui se passe dans d'autres clubs. Et ça, le LOSC nous permet de le faire et de nous former sans forcément passer par des formations certifiantes. On nous encourage à aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. Tu parlais là, à l'instant justement des générations de jeunes qui évoluent. Quand on le lit, ce propos à ton parcours, qui est très évolutif, entre guillemets, tu as commencé au début de l'échelle. Est-ce que pour toi, c'est un atout justement d'avoir connu, on va dire, la jeunesse et d'avoir été dans un univers où tu n'avais pas tout le bagage, d'avoir évolué ensuite par la suite? Est-ce que pour toi, c'est un outil aujourd'hui qui te permet de t'adresser facilement à des interlocuteurs de tout niveau? Oui, parce que je fais partie des personnes qui sont persuadées que pour avoir une forme de légitimité auprès de tes collaborateurs, il faut que tu aies un vécu. Et ce vécu, il passe par le terrain. Et aujourd'hui, toutes les personnes avec qui je collabore dans mon service, j'ai occupé tous les postes. Donc et je le dis en toute humilité, hein, mais je suis légitime à leurs yeux, ne serait-ce que par ça, parce que je suis passé par ces étapes qu'eux, ils sont en train de valider. Et je fais partie des personnes qui disent que pour manager des équipes, il faut connaître la réalité du terrain. Et j'ai commencé par le terrain, j'y suis resté longtemps. Et ça me donne une forme de légitimité vis-à-vis de mes équipes et vis-à-vis des jeunes aussi, puisque ils s'intéressent quand même aux personnes qui les encadrent au quotidien. Et j'ai un historique au club qui me donne une certaine crédibilité à leurs yeux. Permet aussi potentiellement de mieux cerner certaines situations,
Ça me permet à la fois pour les joueurs, mais aussi pour mes collaborateurs, de ressentir des moments où, tu sais, je te disais tout à l'heure, il y a un moment quand j'étais simple éducateur de vie, je me disais, est-ce que je dois encore rester ici? Est-ce que ça va avancer pour moi? Est-ce que, en fait, quel est mon avenir? Et en fait, les éducateurs de vie sont toujours là aujourd'hui et je ressens dans mes équipes les personnes qui sont à cette étape-là, ils se disent, mais bon, ça fait 5 ans que je suis éducateur de vie, je vois pas les choses arriver ou évoluer pour moi. Et donc, j'arrive à le sentir, et j'arrive à l'anticiper et à accompagner, soit en leur demandant d'être patient parce qu'ils ont un profil qui pourrait peut-être répondre à d'autres besoins dans le futur, ou en leur disant de manière très honnête, tu ne dois pas te limiter à être éducateur de vie parce qu'à un moment, ça s'arrête. Tu dois développer d'autres choses à côté. Et j'aurais aimé, moi, à l'époque, qu'on ait cette démarche avec moi. Mais on était moins structuré, il y avait moins de monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un centre de formation, c'est un paquebot. C'est à piloter, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à gérer au quotidien. Et ça, il y a 26 ans, il y avait plein de choses à faire, mais c'est incomparable avec aujourd'hui, et il n'y avait pas autant d'accompagnement autour des équipes. Et donc voilà, ça m'aide à mieux accompagner les joueurs, mais aussi collaborateurs, parce que je suis passé par là. J'aurais pas aimé juste débarquer avec mon diplôme, j'ai un diplôme en management du sport, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais jamais être passé par le terrain. Les bouquins, c'est très bien, mais le terrain peut être très différent des fois. Et aujourd'hui, j'essaie d'allier les deux. T'as des boîtes, t'as des boîtes qui sont un peu dans le discours un salarié qui a beaucoup d'ancienneté. Pour moi, les personnes qui ont de l'ancienneté, et surtout dans un club de foot, c'est les garants des valeurs du club. Et donc l'ancienneté, je le vois comme un avantage et pas comme un problème. Surtout si ces personnes ont évolué au fil du temps et que le club te donne l'impression de continuer à vouloir te faire évoluer même après 26 ans d'ancienneté. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui. C'est que, oui, j'ai 26 ans, mais le club continue à m'accompagner dans mes démarches de formation, de développement. Et mon ancienneté est tout sauf un problème, au contraire. Comme d'autres collaborateurs qui ont aussi une ancienneté importante au club, je pense qu'on est un peu des garde-fous des valeurs du club parce qu'on l'a vu évoluer à travers le temps, à travers ses infrastructures, à travers ses objectifs, ses valeurs, et on est les garants de tout ça. Donc on est plus je trouve, des atouts pour le club et je comprends ce que tu veux dire, dans certaines boîtes on parle de cycle. Je pense que c'est plus propre à certains métiers dans le foot, notamment sur la partie technique où on parle plus souvent de cycle que sur la partie administrative ou éducative. Pas du tout sur les mêmes métiers, et là les cycles sont beaucoup plus... la notion de cycle est beaucoup plus présente. Justement, on a indiqué ton intitulé de poste en introduction, mais à quoi ressemblent tes semaines? Une semaine type, alors déjà, j'ai dit une semaine type, partons sur une journée. Parce qu'on est arrivé pour ne rien cacher. Encore une fois, tu nous as fait le plaisir de nous accueillir avec ton énergie et ton humanité quotidienne, mais je crois qu'au bout de 5 minutes, ton téléphone sonnait déjà. Des coups de fil à droite à gauche. On a l'impression, en tout cas d'extérieur, que tu as un métier passion, mais tu as aussi un métier très prenant. À quoi ressemble une de tes journées, Ouais. une de tes semaines? Et juste avant que parce que aussi pareil, en coulisses ou en backstage, pour reprendre la terminologie, on s'est dit dans le train, directeur administratif. Mais en fait, tout ce que tu fais, c'est genre, on a envie de croire que c'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est très large et c'est ce que je veux en fait. C'est ce que je dis. J'ai besoin de challenger et de pouvoir ne pas être enfermé dans une case. Alors c'est à double tranchant des fois parce que tu peux te disperser aussi. Mais c'est important pour moi d'être touche à tout. En fait, c'est ce qui me fait évoluer et continuera à me faire évoluer. Peut-être qu'à un moment, il faudra que je me centre sur une partie plus qu'une autre, mais je le vois pas comme ça. Moi aujourd'hui, pour répondre à ta question, une journée type,
Il n'y a pas de journée type en fait. Il n'y a pas de journée type. On arrivé le matin entre 8h30 et 9h et départ entre 18 et 19 et le week-end suivre les compétitions soit à distance puisqu'on organise mes services organisent 22 matchs de compétition par week-end, donc ça demande pas mal de logistique et de suivi réglementaire, quelques contraintes au niveau des installations. Et comme je vous disais tout à l'heure aussi, je manage la section féminine. Et donc je suis l'équipe pro féminine sur tous les matchs à domicile et quelques matchs à l'extérieur en fonction de la dynamique du moment. Donc travailler dans le monde du foot et ne pas travailler le week-end, ça serait paradoxal. Mais c'est important de le dire, tu vois, certains parfois ne l'ont peut-être pas en tête quand ils souhaitent travailler dans le domaine du sport. En tout cas, on n'est pas sur des horaires 9-17. Et moi, j'ai toujours dit, celui qui a cette approche-là dans notre monde, à nous, où il regarde, allez, encore 10 minutes et je m'en vais, je pense qu'il se trompe d'endroit. Ça n'engage que moi. A fortiori dans un club. Dans un Ah. club, voilà. Dans un club. Après, sur des métiers classiques, extérieurs, oui, bien sûr, on est sur un cadre beaucoup plus défini. Et après, c'est pas le club qui nous dit qu'il faut rester jusqu'à 19h, 20h, qu'il faut venir tous les dimanches. Je vous le dis, c'est des jobs passion et en fait, on fait le boulot, quoi. Et puis, on est des passionnés. Et au même titre que les joueurs, passionnés et privilégiés. On dit souvent aux joueurs, vous êtes des privilégiés. On en est aussi. Voilà, mon poste, par exemple, en France, il n'existe pas. Il n'y a pas 100 postes comme le mien en France. Il existe avec autant de clubs de Ligue 1, Ligue 2, et encore, des fois, ça dépend des moyens qui sont mis à disposition, mais les joueurs sont des privilégiés. Je parle de la formation. Hein. Je suis un privilégié aussi. Mon approche est celle-là. On a évoqué justement dans ton parcours un acteur qui te suit depuis 26 ans. Le LOSC, forcément. On va évoquer justement ton rôle au sein du LOSC, la politique du LOSC par rapport aux jeunes du centre. Mais bon, on se cache rien ici dans 2G Backstage. Nous avons des passionnés de sport et des passionnés de football. On est obligé de te poser cette question-là. Ah, il n'est pas inspiré. En 26 ans, tu as eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal de joueurs, tous avec leur parcours, tous avec leur histoire. Et ça, c'est quelque chose encore plus par rapport à ce que nous, on véhicule dans le cadre de notre programme Team Tremplin. On sait au point c'est difficile d'arriver à ce niveau-là. Malgré tout, une fois les éléments de langage passés, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Pas être très original, mais c'est juste la réalité. Le premier, c'est Eden Hazard. Pourquoi Eden? Parce que il faisait des choses incroyables, qu'on a vu nous grandir depuis l'âge de 12-13 ans ici. Donc il a validé toutes les étapes de la formation, même si lui l'a fait à vitesse grand V, puisqu'à 16 ans, il était déjà avec l'équipe pro après. Mais j'étais impressionné par son parcours et par son détachement, le détachement qu'il arrivait à prendre dans certaines situations de pression du quotidien où faut pas croire que pour Eden, ça a toujours été quelque chose d'incendant. On dit que la formation, c'est les montagnes russes. Ça va bien, ça va très bien, ça va pas du tout, ça perdure et ça remonte et ça redescend en fait. Et lui, il a toujours géré chaque situation avec calme et sans jamais avoir de forme de pression. Et ça m'a toujours impressionné. Il était comme ça sur le terrain et dans le quotidien, c'était pareil. C'est quelqu'un avec qui tu pouvais discuter de tout. Malgré le statut qu'il pouvait avoir, il restait très simple. Il pouvait discuter avec tout le monde. Donc Eden m'a marqué. Et celui qui me marque actuellement, c'est Ayoub. Parce que
parce que c'est aussi un joueur qui est issu de la formation et qui franchit les étapes à vitesse grand V aussi, et qui a une forme de maturité que je n'ai jamais vue dans aucun autre joueur ici. C'est ce qui fait sa force aussi, mais il est juste incroyable, un an d'avance à l'école, il continue les études après le bac, ce qui généralement n'est pas le cas de tous les joueurs. En fait, il coche toutes les cases du genre idéal. Et je voudrais quand même rajouter un troisième joueur, excuse-moi. C'est le bonus, c'est le bonus, c'est le bonus, c'est le bonus. C'est Thomas de Cotigny. En fait, c'est un joueur qui n'a pas eu de carrière professionnelle, mais son parcours est juste incroyable aujourd'hui parce que il n'a pas été conservé au centre. Il a eu, avec la fédération, il y a un programme avec les universités américaines. Il a été sélectionné par une des universités. Il a passé ses diplômes là-bas. Ça s'est très bien passé pour lui. Il a même joué au plus haut niveau universitaire, donc il a continué à se développer sportivement aussi. Et il est revenu en France avec un bagage universitaire très important. Et aujourd'hui, on le croise sur les terrains de Ligue 1 parce que il travaille avec les diffuseurs sur la coordination des matchs à un poste très important. Et ça, c'est aussi un parcours qu'il faut mettre en valeur et qui m'impressionne, moi, d'être capable de switcher d'une situation d'échec où on te dit l'aventure ça va s'arrêter au LOSC, mais en fait il est la preuve que il y a d'autres chemins qui existent, qui sont pas forcément liés au foot, mais que le foot reste un tremplin pour aller réussir ailleurs, parce que à partir du moment où tu suis une formation dans un club comme le LOSC et que ça apparaît quand même sur ton CV, c'est quand même un gage de qualité dans ta formation, dans ton accompagnement. Et il a prouvé avec son parcours aux États-Unis que ça fonctionne aussi sur cette voie-là. Donc ça m'impressionne, et il y a d'autres joueurs comme lui qui ont pris ce parcours et qui ont réussi aussi de belles choses. Donc oui, il y a les réussites sportives, mais tu parlais tout à l'heure de l'importance qu'on donnait à l'accompagnement des joueurs et tu parlais du domaine éducatif. Il en est le parfait exemple. On a notre école privée ici quand même, sur site. C'est un investissement important pour le club parce qu'on continue à parler de double projet. Alors bien sûr, on a notre école privée pour effacer certaines contraintes de planning liées aux sportifs, mais c'est aussi parce que un bon joueur est avant tout une personne avec une tête bien remplie, et on a un engagement vis-à-vis des familles aussi quand ils signent au club en disant oui, il y a le projet sportif, mais il y a le projet scolaire à côté, et objectif bac, voire plus, on espère. On a un taux de réussite au bac qui est de 100%. On est fiers de le dire, mais voilà, c'est important pour nous d'être présents sur tous les volets, et le volet éducatif est très 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 important. On a vu beaucoup de joueurs passer avec du talent, mais où il manquait quelque chose, et ce quelque chose, tu l'apportes souvent en dehors du terrain. Et donc l'accompagnement est hyper important. On est obligé de rebondir sur ce que... Il y a trop de choses sur lesquelles on peut rebondir. C'est vraiment un tremplin. C'est vraiment un tremplin dans tous les sens du terme. Effectivement, nous, par rapport à ce qu'on propose aux jeunes aujourd'hui, jeunes sportifs et sportives, le fait de les accompagner en complément de leur parcours sportif, que ce soit un parcours amateur ou de haut niveau, vers la découverte des métiers du sport, vers l'insertion dans le secteur du sport. Ça rejoint tout à fait l'exemple de Thomas de Cotigny, si je ne me trompe pas. Donc ça fait écho clairement à ce qu'on fait, à ce qui ressemble aussi à nos parcours personnels. Quand on discute, si tu en as déjà discuté avec Thomas, qu'est-ce que lui en dégage de l'accompagnement qu'il a eu au LOSC? Qu'est-ce qu'il t'en dit? Est-ce que ça l'a appuyé justement pour rebondir et devenir ce qu'il est aujourd'hui? Quel regard il a sur cette expérience quand il était jeune? Il a un regard qui est positif. Ça l'a construit en fait. Ça a construit une forme de résilience chez lui en disant ok, ça s'arrête ici, mais ça continuera ailleurs. Et il a conscience de l'accompagnement qui lui était apporté, à la fois club, mais
sur ce programme-là, on peut aussi parler de l'accompagnement fédéral. C'est quand même quelque chose ce programme est quand même top et on les a reçus encore cette année. J'espère que d'autres prendront la même trajectoire, mais ça l'a construit, c'est ce qu'il valide. Ouais, c'est construit à travers, j'ai même pas envie d'utiliser le mot échec, en fait. Ça s'est pas prolongé au LOSC, mais ça s'est prolongé ailleurs et sous une autre forme. Donc j'ai même pas envie d'utiliser le mot échec quand on a un tel parcours. Ouais, C'est on partage l'appel à. Tu sais, on a, dans le cadre, nous, de la présentation du programme, notamment avec les différents acteurs, qu'ils soient privés ou institutionnels, on n'aime pas trop parler, évoquer le mot reconversion ou échec. Nous, on estime que tu as, dans une vie, et dans cette vie-là, tu as différentes briques, qu'effectivement, à un moment donné, tu as eu ta brique sportive, et que ta brique sportive te permet même de développer des compétences qui peuvent intéresser d'autres entreprises ou qui peuvent être mobilisées dans d'autres formations. Donc, tu vois, on partage totalement ta position là-dessus. Et c'est semblable à ton parcours, en fait, comme tout le monde. Quand tu commences en tant qu'éducateur dans un club et t'évolues jusqu'à devenir directeur administratif, tu t'es pas reconverti. C'est une évolution naturelle qui t'a emmené vers, comme Thomas de Cotigny qui a commencé joueur, qui n'a pas échoué, qui l'a emmené vers un autre poste, vers un autre univers sur lequel il atterrit aujourd'hui. Le terme de reconversion et d'échec, on n'est pas fan. On parle plus de tremplin, pour le coup. Donc l'idée du rebond. Tu as parlé de la politique d'accompagnement, on va dire, du LOSC pour la jeunesse que vous accompagnez. On sait qu'elle est coordonnée notamment par monsieur Jean-Claude Van Damme, évidemment par le président Olivier Létang, par toi également. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur les grands principes de cette politique? On parle de formation beaucoup, mais en fait, cette formation, elle est bien sûr les joueurs, mais il y a aussi, je vous ai dit, les collaborateurs en interne. La promotion interne est quelque chose d'important. Je vous donnais mon exemple tout à l'heure. Le club m'a toujours accompagné et poussé à me former, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, la politique de formation des talents, elle est valable pour les joueurs, mais elle est aussi valable pour les collaborateurs du club, et on nous pousse et on nous accompagne je vous redis, à se former, à aller voir si ailleurs. Je suis encore embête de parler de moi à chaque fois, mais au mois de décembre dernier, le club m'a donné la possibilité d'aller faire le tour des plus grands centres de formation au Portugal. Voilà. C'est pas une formation diplômante, certifiante. J'y ai passé 4 jours, mais ça a été hyper riche. Et aujourd'hui, il nous incite, il nous pousse à décloisonner, à percer la bulle LOSC et à aller voir ce qui se passe ailleurs. Il ne faut pas forcément tout prendre, mais à garder un esprit ouvert, parce que la volonté, c'est de nous faire évoluer aussi. Si on le souhaite, hein, je dis pas que tout le monde est ouvert à grandir aussi comme ça. Il y en a qui sont très bien aussi dans leur quotidien et qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Ça existe, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, le club nous accompagne et nous aide à grandir, et la politique de formation interne et de promotion interne est appliquée au quotidien. Ouais. C'est la proactivité que tu vas avoir dans ton parcours. Ce que tu disais aussi, ce qu'on peut retenir, toi, de ces plus de 26 ans, c'est que tu as été proactif pour te former, Exactement. pour saisir, même créer parfois l'opportunité. Et c'est aussi ce que nous, on partage aussi à nos jeunes, c'est que parfois, même souvent, il faut être proactif, il faut aller chercher l'opportunité et elle viendra pas à toi. Ouais, totalement. On parlait justement, Teddy évoquait la politique du LOSC. Nous, il y a quelque chose qu'on a ressenti sur les 2 fois où on est venu. Dès qu'on arrive même avant le domaine, on peut dire de la gare, parce que c'est des personnes de ton équipe qui, à chaque fois, nous font aussi la gentillesse de venir nous récupérer. Mais quand on arrive au domaine, aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le mot valeur, tordent le mot à droite à gauche. Nous, on sent vraiment un environnement de travail, une ambiance avec des valeurs fortes. Et on le voit aussi à travers tes propos, que ce soit pour les joueurs ou pour les membres de ton équipe, on sent que l'homme compte autant que le professionnel. Est-ce que notre ressenti est totalement biaisé, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi au sein du LOSC? Donc c'est les bases, en fait, les valeurs. Et vous l'avez vu en arrivant, vous pouvez tourner la tête dans n'importe quel sens, vous verrez soit un logo du club, soit les valeurs qui
sont affichées partout. Sur les terrains d'entraînement, c'est pareil, les valeurs sont affichées tout autour du terrain, que ce soit à l'académie ou chez les pros. Et en fait, les valeurs, c'est l'identité du club, c'est la base du projet. Et je vous disais tout à l'heure, nous sommes les garants du respect de ces valeurs au quotidien, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour nos collaborateurs, surtout dans un projet de formation hein, où c'est pas si simple non plus tous les jours avec les jeunes. Hein. Il y a des hauts et des bas aussi, et c'est à nous de leur inculquer tout ça. Donc le fait qu'ils puissent tourner la tête et voir ce logo, ces couleurs partout dans n'importe quelle orientation, au bout d'un moment, ça s'imprime naturellement et t'as pas trop de difficultés à les faire respecter. Ouais, du coup, vous travaillez sur les visuels, sur le côté graphique, on va dire, du club. Mais au-delà le côté graphique et du coup l'entourage qu'on peut avoir avec les images du LOSC, les valeurs qui sont affichées, comment vous parvenez, notamment sur les anciens joueurs, comment vous parvenez à garder l'identité club? Autrement dit, est-ce que vous vous appuyez sur les anciens joueurs pour justement diffuser ces valeurs auprès de ceux qui sont encore justement au LOSC? Oui, quand tu regardes les staffs aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens joueurs du club. C'est pas de la nostalgie, hein. C'est vraiment stratégique. Parce que je parlais tout à l'heure de légitimité naturelle. Quand tu as ton coach en face de toi qui a 300, 400, 500 matchs de Ligue 1, qui est passé par le LOSC, qui a validé comme toi toutes les étapes de la formation et qui sait à quel moment ça va être peut-être un peu plus dur ou quels vont être les moments charnières. Et donc il est capable de te prendre avant l'entraînement, à la fin de l'entraînement, te convoquer pour un moment te dire ben, tu vois là tu es dans cette situation là et moi je l'ai vécu à tel moment de la carrière et voilà comment j'ai apporté des solutions à cette situation. Donc c'est pas de la nostalgie, ça fait partie de la stratégie, c'est riche, mais attention aussi, la richesse du parcours n'enlève pas les compétences que tu dois développer pour occuper ces postes. Ça veut dire que le club, et on revient sur votre question précédente, accompagne aussi ces anciens joueurs dans leur nouveau métier. Ce n'est pas parce que tu as eu un parcours riche en tant que joueur qu'automatiquement tu coches toutes tes cases en tant qu'entraîneur. Il y a des choses qui, par leur vécu, se font plus rapidement que d'autres, mais le club les accompagne dans leur développement, dans leur après-carrière. Et ça, c'est quelque chose de super enrichissant pour les joueurs, mais pour nous aussi. C'est-à-dire, moi, dans certaines situations, j'hésite pas à aller discuter avec eux pour savoir quel est leur ressenti, parce qu'ils sont passés par ces étapes-là. Et donc, ça m'aide à mieux comprendre ce qu'ils vivent et à prendre les meilleures décisions avec mes collaborateurs pour apporter des solutions et, comme je disais tout à l'heure, apporter un cadre au quotidien qui est propice à la performance. Donc oui, les anciens joueurs, c'est quelque chose, je trouve, d'important. Légitimité, richesse, partage pour les joueurs, pour nous. Et par contre, un accompagnement, parce que riche, mais bon, il y a encore du taf derrière. Hein. Plus de 26 ans, tu as vu un nombre incalculable, je pense, de joueurs. Tu as travaillé avec différentes équipes. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer? Tout au début, quand je vous ai dit la différence d'âge avec les joueurs que je devais encadrer, j'aurais pu quasiment jouer avec certains. Avec les joueurs, mais aussi par rapport à des collaborateurs plus âgés ou t'es le petit jeune qui arrive dans l'institution et tu dois faire tes preuves. Comprendre au tout début l'exigence du quotidien, l'exigence demandée par les coachs. J'ai connu des coachs très 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 exigeants. Donc créer cette forme de crédibilité et de fiabilité vis-à-vis des gens qui t'entourent et ça se fait dans le temps, ça se fait pas en un claquement de doigts ou en 6 mois. C'est dans le temps où tu arrives à te faire accepter
Parce qu'en plus, quand tu n'es pas quelqu'un qui a fait une carrière au haut niveau en tant que joueur, c'est plus difficile pour toi, mais normal, tu es dans un tout autre domaine aussi, donc c'est pas forcément comparable. Donc ces difficultés-là, la différence d'âge avec les joueurs au début, le petit jeune dans le club qui arrive et qui a envie d'évoluer, ça peut faire peur aussi. Je vous ai dit tout à l'heure à un moment, bon, est-ce que je vais continuer à grandir ou est-ce qu'il faut que je parte sur un autre chemin? Donc besoin de discuter avec les gens en club pour ressentir cette confiance-là. Donc t'as des moments de doute aussi. Et tu prends des risques en disant bah, je continue. Repartir dans les formations, c'est pas si facile que ça. Hein, allier la charge de la formation à la charge du quotidien, la famille à côté. Il faut trouver le bon équilibre dans tout ça. Et après l'exigence qui est toujours importante, surtout dans un projet où l'académie est au cœur du réacteur. Donc voilà, le relationnel avec les jeunes n'a jamais été un problème. Faut juste. Tu trouves qu'il a évolué, justement? On parle souvent, allez, pendant 30 secondes, on va faire les vieux. Ouais, c'est ce que t'es, hein. On a souvent tendance avec l'âge, quand tu vois que tu commences à avoir des crampes, même quand t'as pas fait de sport, Quand t'es blessé au bout d'un match. quand t'es blessé au bout d'une passe, Une passe, pardon. te dire bon, Tu me rassures. c'était mieux avant. Les jeunes aujourd'hui sont irrespectueux, ils sont intéressés par rien, ils ont plus la passion du football, bref, tu vois tous ces raccourcis-là. Est-ce que toi, avec ton regard aujourd'hui, tu te dis il y a quand même beaucoup de construction ou il y a quand même un petit décalage par rapport à ce que tu as pu voir il y a quelques années? Alors elles ont évolué les générations. Je les trouvais beaucoup plus intéressées par le match de Ligue des Champions le mercredi soir que maintenant. En tout cas, je le vois comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont plus intéressés. Je trouve qu'il y a moins d'engouement. Après, c'est notre responsabilité aussi. Luchin, c'est magnifique. Alors, je vous ai dit, on a tout sur place, on a l'école, on a les terrains, on a tout, on a le logement. On peut les informer dans une bulle au quotidien, déconnecter complètement de la réalité, et ça peut être dangereux. Et ça peut justement provoquer ce genre de détachement par rapport à certaines situations, parce que des structures comme le domaine de Luchin, il y a 20 ans, ça existait pas. Tu allais dans les écoles publiques, tu faisais du bus pour aller à l'entraînement et tu retournais à l'internat le soir, qui était un troisième site. Donc tu avais un rythme de vie sur la journée qui était assez costaud. Les joueurs se levaient à 6h30 le matin et rentraient à 20h30 le soir pour le repas et ensuite pour repartir en études. À Luchin, on a créé beaucoup plus de confort et beaucoup moins de logistique autour de tout ça, mais on a peut-être aussi créé une bulle qui les déconnecte un peu trop de la réalité. Quand je parle de réalité, je parle de quoi? Je parle d'être 30 dans la classe, d'avoir 30 heures de cours par semaine et pas 17 heures hein, comme nous, d'être au contact des filles aussi. Hein, nous, à l'école ici, ils sont entre eux. C'est-à-dire que du matin, la personne que tu as au petit déjeuner, c'est la même personne que tu retrouves dans le vestiaire, que tu retrouves dans le terrain, que tu retrouves au repas le midi, que tu retrouves en cours l'après-midi et que tu retrouves à l'internat le soir. Donc ça, on en a conscience, et donc on a un module éducatif, trentaine d'interventions qui vient les connecter à la réalité, mais aussi des actions qu'on met en place avec l'extérieur pour garder cette connexion et qu'ils n'aient pas l'impression d'être autre chose que des jeunes de 16-17 ans qui n'ont encore rien fait pour l'instant. David, moi, justement, j'ai deux questions par rapport à ce que tu dis. J'espère que je vais les oublier, pas les oublier. Pour la première, ça devrait aller. La première question, c'est on connaît l'économie du football, t'en parles, et tu le dis avec effectivement transparence. Il y a une forme de paradoxe puisqu'on est dans le haut niveau, vouloir proposer les meilleures infrastructures ou le meilleur projet sportif à un jeune, ce qui va supposer effectivement de mettre dans un certain confort. Et ce paradoxe, il est dans le fait que dans le même temps, comme tu le dis très justement, ça les enferme, in fine.
comment vous parvenez justement à les ouvrir un peu plus au monde extérieur? Déjà, l'environnement autour du joueur est très important. La connexion, la relation de confiance avec la famille, en fait, c'est pas chacun travaille pas dans son coin. Le projet, on le construit avec le joueur, la famille et le club. C'est un triangle important et la qualité de l'environnement est primordiale pour la réussite. Et ensuite, je disais, on met en place des actions extérieures, des maraudes. Moi, il y a une action qu'on n'a pas remis encore en place cette année, mais tu vois, on avait un accord avec. Alors c'est pas la réalité, non, c'est deux extrêmes, on va dire. On avait un partenariat et on l'a toujours avec la PJJ. C'est-à-dire qu'on a amené les joueurs à la prison pour mineurs, faire un match contre les jeunes de la structure là-bas. La prison, c'est pas non plus la réalité. Enfin, c'est deux extrêmes entre nous ici et eux là-bas. On est sur deux extrêmes, mais ça existe aussi. Et l'idée de ces actions, c'était de pouvoir leur dire, ben, vous, tout va bien, là-bas, ça va un peu moins bien, et c'est des jeunes qui ont votre âge. Donc on organise des matchs de futsal contre ces jeunes-là, en collaboration avec la PJJ, et on prend un jeune avec nous en immersion ici. Il va à l'école avec nos joueurs, il va s'entraîner avec eux, et je me rappellerai toujours d'une phrase qui m'a marqué à l'époque, la première fois où on a mis en place ce système. Et donc on a un jeune qui vient ici, il passe toute la journée avec nous, ça se passe bien, à l'école ça se passe bien, il s'entraîne, en plus c'est correct, donc vraiment, vraiment top. Et à la fin de la journée, je lui pose la question, bah, écoute, qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu as préféré sur la journée, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Je pensais qu'il allait me parler des installations, des entraînements, tout ça. Et en fait, il me dit, en fait, vous m'avez traité comme quelqu'un de normal. Et quand il dit vous, il parle de moi, des éducateurs, des joueurs du quotidien. Et donc je me dis, ce genre d'interaction, ça les fait réfléchir aussi eux. Les maraudes, je le disais tout à l'heure, les actions qu'on peut faire dans des écoles où les jeunes vont encadrer certaines séances. Des fois, on envoie des joueurs à la section éveil, U8, U10, encadrer les séances des petits aussi. On leur fait faire de l'arbitrage. On a plein d'actions comme ça en amphithéâtre, sur les réseaux sociaux, sur la justice pour mineurs, le code de la route, la gestion de budget, la nutrition. C'est toutes ces comment dire, ces interventions que tu peux avoir dans un lycée normal, on essaye de les reproduire ici. On avait fait venir aussi à l'époque l'équipe de France de foot handicap aussi. Voilà, toutes ces actions un petit peu, j'ai pas envie de dire choc, mais qui te marquent pour te dire, oh, je suis bien ici en fait. Je suis bien ici, mais ça existe aussi, et il faut pas que j'oublie. Donc là, j'ai 2 ans de formation devant moi. Je vais tout faire pour pas avoir de regrets. Et la deuxième question, donc là on parlait des sportifs, des sportifs d'ailleurs. La deuxième question, elle est plus sur le personnel, ton personnel, les personnes que tu manages au quotidien. En coulisses, tu nous disais tout à l'heure que il t'arrive de faire des actions de rencontres, pas de formation d'ailleurs, plus d'immersion dans des structures de sportives. Tu en as parlé aussi à l'instant au Portugal. Qu'est-ce que ça t'apporte, ou qu'est-ce que ça apporte à tes collaborateurs? Qu'est-ce que tu retires de ces expériences? Je vais apporter de l'ouverture d'esprit en fait. Je veux pas qu'on soit cloisonné dans ce qu'on pense être la vérité, alors que, et toujours avoir en tête que à l'extérieur ça bosse bien aussi, et que il y a plein de choses à échanger, il y a des modèles hybrides à créer. Tu me demandais des exemples, j'en ai 2 à te donner. Sur 2 populations différentes. J'ai amené il y a quelques mois toutes mes équipes éducatives passer une journée à l'armée de terre, où on arrive à 9h le matin,
On a mis les treillis. On a fait un peu le parcours du combattant, brancardage. Oui. Du brancardage, on a rencontré le recruteur de la Légion étrangère. On a mangé la ration de survie le midi. On a appris à monter et démonter les armes. On a rencontré le préparateur mental des forces spéciales. On a eu les interventions des généraux sur le management des troupes d'élite. Et en fait, l'idée pour moi, c'était de faire le parallèle avec notre management au quotidien de nos troupes d'élite à nous, c'est-à-dire nos jeunes. Tu ne peux pas tout dupliquer entre ce qui se fait à l'armée et ce qu'on fait dans notre milieu, mais c'était une action qui a marqué tout le monde, parce que la journée, elle a été de 9h à 18h le soir, avec plein d'activités, avec des rencontres incroyables. Quant à le responsable de la Légion étrangère qui t'explique comment il procède pour le recrutement, comment il crée une cohésion au sein du groupe, les process de décision dans une situation d'urgence, comment il tranche pour son équipe. C'était incroyable. Donc ça, c'était avec mes équipes éducatives. Il y a de ça quelques semaines, j'ai proposé à la direction sportive de l'académie d'aller passer une journée au Racing 92, qui est derrière Toulouse, l'un des très grands clubs formateurs du rugby français. Et ça a été une expérience incroyable, parce que le ballon n'a peut-être pas la même forme, mais en fait, on s'est retrouvé sur plein de sujets, en termes d'accompagnement éducatif, en termes de méthodologie sportive, en termes de contraintes du quotidien. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut développer, la formation interne. Voilà. Tout simplement en faisant fonctionner notre réseau. On est parti la journée là-bas. Le Racing va venir passer une journée aussi là prochainement chez nous, où on va continuer à échanger sur les différents sujets qu'on a abordés. On avait eu la chance de pouvoir observer l'entraînement d'équipe professionnelle aussi à ce moment-là, et c'était passionnant, parce qu'autour de la table, tu avais tous les staffs de la formation ici, les responsables de la formation du Racing. D'ailleurs, petit clin d'œil, je tiens à remercier encore une fois pour leur accueil. C'était vraiment très riche, et c'est des actions qu'on va renouveler, parce que volonté de garder l'esprit ouvert et de décloisonner, et de ne pas oublier qu'à l'extérieur, ça bosse bien aussi, et pas uniquement dans le football, pas uniquement dans le sport co. Et pour les jeunes, on a aussi ce type d'action là. Je reviens sur ta question d'avant, tu me disais mais comment tu décloisonnes, comment tu perces le bulle. Il y a 2 semaines, on a lancé pour la première fois des Olympiades avec les athlètes du Krebs de Wattignies. Donc ils ont regroupé les athlètes de leur pôle France. Il y a du ping-pong, au hockey, au basket, au volley. Et nous, on a amené nos joueurs, et on les a amenés on a mélangé les groupes, et on a fait des Olympiades sur l'après-midi sur des activités qui n'avaient rien à voir avec leur quotidien. Et ils ont fini par une collation tous ensemble. Et donc, ils ont passé une top après-midi. Ils ont rencontré d'autres personnes. Ça a cassé les codes du quotidien. Et c'est tout ce type d'action qu'on veut renouveler de manière récurrente pour rester connecté à la vie à l'extérieur, et et garder un lien social fort avec d'autres structures. On arrive, messieurs, tout doucement à la fin de l'épisode. Ce qu'on peut retenir, alors il y a tellement de choses qu'on peut retenir, mais la fiabilité que tu as pu acquérir, la crédibilité que tu as pu acquérir, elle s'est faite par beaucoup de travail. Le fait d'aller chercher ces opportunités, le fait de ne pas être cloisonné dans des missions ou au quotidien, le fait de partager aussi ses valeurs avec l'ensemble des personnes du club sur les différents volets, le fait d'être aussi, on pense, respectueux et par extension le garant des valeurs du LOSC. Donc merci pour tous ces éléments que tu as partagés. On t'a fait un résumé, on va quand même te laisser finir en une phrase. Toi, si tu devais là balayer 26 ans de ta carrière au sein du LOSC, quelle serait la phrase que tu souhaiterais mettre en avant? Qu'est-ce que tu as appris ce parcours au sein du LOSC depuis 26 ans? Résilience, travail et humilité.
Ça ressemble aux trois valeurs du LOSC. Ouais, on peut les afficher aussi. Mais je pense que c'est la base de la réussite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être together? Together, pour moi, c'est avancer ensemble, accepter les différences et ne jamais oublier que la réussite individuelle passe par la réussite collective. David, merci à toi de nous avoir fait le plaisir de t'être prêté à l'exercice. On sait que tu n'aimes pas te mettre en avant. Moi, je voudrais juste ajouter que pour réussir, pour moi, il faut commencer par le terrain, quel que soit le poste. La crédibilité est importante et ne pas confondre ambition et prétention. Voilà. C'est bien d'être ambitieux, mais il faut se donner les moyens de l'être, que le réseau ne règle pas tout, et c'est ta crédibilité que tu vas construire dans le temps qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Ce qui rejoint les 3 valeurs que tu as évoquées. Hein. Résilience notamment, Le travail. humilité, travail, ouais. Le travail qui te permettra après d'avoir l'ambition, en tout cas de pouvoir exprimer l'ambition que tu souhaites avoir dans la structure. Et effectivement, parfois, sans trahir certains secrets de discussions qu'on peut avoir tous ensemble, parfois il est vrai que certains demandent d'abord les responsabilités avant de les montrer sur le terrain, mais nous, on sait qu'au sein du LOSC, tu es garant de ce message-là, et pas que, t'es pas seul, tes équipes aussi, et c'est aussi ce qu'on partage et qu'il faut qu'on martèle quotidiennement aux jeunes et moins jeunes aussi. Merci beaucoup David. Merci à vous, c'était un plaisir d'échanger. Vous serez bienvenue au LOSC pour un 3e passage. Après on vous laisse tranquille.